donc la semaine prochaine, le 18, il n'y aura pas donc de séance prévue. Voilà. Alors, à moins que vous ayez des demandes ou des questions particulières, hein, il y a toujours la possibilité d'organiser quelque chose d'exceptionnel si ça s'avérait nécessaire. Alors pour cette dernière séance, déjà, est-ce que certains d'entre vous ont vu le travail de deuxième contrôle continu et est-ce que vous avez des questions dessus ou est-ce que tout va bien? Bon, ça correspond à ce qu'on avait dit, hein, normalement. Pas de questions particulières? Bon, il est toujours possible, de toute façon, de m'écrire, hein, de me poser des questions par mail. Je propose donc pour la séance d'aujourd'hui, il y avait les 2 vidéos de Philippe Goutenoir à voir. Alors, c'est vrai que j'ai envoyé ce mail tardivement, puisque c'était aujourd'hui dans la matinée. Donc, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous n'ont peut-être pas eu le temps matériellement de voir ces vidéos. Malgré tout, elles étaient dans l'agenda, donc dans notre agenda de cours, le document qui s'appelle Agenda des connaissances à maîtriser. Donc, le programme avait été donné donc jusqu'à la séance d'aujourd'hui et les vidéos de Philippe Goutenoir figuraient dedans. Donc, il y avait une première vidéo qui concernait les accords de Cartésix et une deuxième qui concernait la fonction de sous-dominante et les septièmes d'espèce. D'ailleurs, un peu curieusement, donc il a fait le choix d'insérer un sujet dans l'autre. Voilà, parce que, bon, a priori, la question du chiffrage des septièmes d'espèce n'est pas spécifique forcément aux accords de prédominante, hein. Enfin, qu'il appelle, lui, la fonction de sous-dominante. Voilà. Alors, je pense qu'il l'a inclus dedans, peut-être pour des raisons historiques, parce qu'en fait, c'est vrai que les septièmes d'espèce sont apparus d'abord, effectivement, sur les accords qui ont fonction de sous-dominante. Donc, sur le deuxième degré, essentiellement, c'est ce qu'il explique, hein, le fameux 6-5 du deuxième degré, et puis du quatrième degré, dans une moindre mesure du sixième degré. Alors, ce qu'il ne dit pas tout à fait, donc je commence par dire peut-être finalement là quelques mots sur cette vidéo sur la fonction de sous-dominante et les septièmes d'espèce. Je vais prendre les remarques dans l'ordre. Donc, première remarque, c'est que il chiffre la septième d'espèce du deuxième degré dans le mode mineur. Il la chiffre 7,5 barré. Bon, personnellement, je ne suis pas partisan de ce chiffrage, étant donné que 7,5 barré, c'est aussi le chiffrage du neuvième majeur de dominante sans fondamentale. Et il est à craindre une certaine confusion si on chiffrait de la même façon ce second degré, hein. J'ai toujours insisté sur le fait que les dominantes avaient des chiffrages particuliers, hein, qui sont différents des chiffrages des autres degrés. Donc il y a l'histoire des petits plus, il y a justement les intervalles diminués qui se traduisent par le signe barré. Bon, il y a des chiffrages particuliers pour cette fonction de dominante parce qu'on sait que cette fonction de dominante joue un rôle très particulier dans le système tonal, un rôle de premier plan, hein, d'ailleurs, comme on l'a souligné maintes fois, en tant qu'accord fléché tonalement, etc. Voilà, donc je ne suis pas partisan de chiffrer de la même manière donc l'accord de septième du second degré et l'accord de neuvième de dominante sans fondamentale.
l'accord de neuvième majeur de dominante sans fondamentale, hein. Celui qu'on construirait donc sur la dominante dans le mode majeur et sans la fondamentale. Il est vrai que ces deux accords prennent le même aspect, hein. Par exemple, donc en Do majeur, sur le septième degré, j'ai donc si bécard ré fa la, que je chiffrerai donc 7, 5 barré. Et dans le mode mineur, le relatif mineur, je retrouve ce si ré fa la, donc a priori le même objet sonore, sur le deuxième degré. Mais que là, je préfère pas donc chiffrer 7, 5 barré, bien que la quinte est diminuée, hein, c'est un fait. Mais je le chiffrerai tout simplement 7, voilà, comme n'importe quel autre septième d'espèce. Le fait que la quinte soit diminuée, de toute façon, nous est indiqué par les altérations en présence, hein. Si on applique l'armure, de toute façon... alors, le seul cas où ça vaudrait le coup peut-être de le chiffrer 7, 5 barrés, c'est si effectivement il y avait une ambiguïté et que la quinte ne soit pas, a priori, diminuée. Voilà. Donc finalement, c'est une situation qu'on trouverait plus dans une basse continue finalement que dans un travail d'analyse de quelque chose qui serait déjà écrit. Bon, enfin, c'est un détail, mais j'insiste en ce qui me concerne sur la spécificité du chiffrage des dominantes, qui me semble quelque chose d'important, et donc de ne pas les mélanger avec le chiffrage des autres degrés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, oui, donc c'est qu'il parle de ces septièmes d'espèces. Il en parle donc sur les fonctions, on va dire, de prédominante, donc c'est-à-dire 4, 2, 6. Mais évidemment, cet accord existe aussi sur le premier degré, hein, voire sur le troisième degré. Alors, historiquement, et c'est ce que je disais, je rejoins ce que je disais au début de mon intervention, historiquement, il est vrai que ces septièmes d'espèce, donc c'est-à-dire ces septièmes sur les degrés autres que la dominante, elles apparaissent historiquement, effectivement, plutôt sur les accords de prédominante. Alors, ce qu'il ne dit pas aussi, à moins que ça m'ait échappé, c'est comment ces accords apparaissent, c'est-à-dire ils apparaissent par le fait qu'il y a des notes qui traînent, alors des espèces de retard, hein. Je prends un exemple, voilà, par exemple, j'ai un accord du quatrième degré en Do, j'ai Fa, La, Do, et puis je passe sur un deuxième degré. Donc deuxième degré, j'aurai Ré, Fa, La. Et en fait, ces septièmes d'espèce sont apparus comme ceci, c'est-à-dire le Do que j'avais dans mon quatrième degré, Fa, La, Do, eh bien il va en fait rester, enfin il va traîner, c'est ce que j'appelle des notes qu'on laisse traîner. On va laisser traîner cette note pendant qu'on jouera l'accord du deuxième degré, Ré, Fa, La. Donc on obtiendra Ré, Fa, La, Do. Donc un accord qui est dissonant. Et d'ailleurs, donc cette dissonance, cette septième, elle se résoudra finalement en descendant conjointement dans l'accord qui suit. Donc ce Do ira sur un Si. Hein. C'est le destin, comme vous le savez, de toutes les septièmes. Alors qu'il s'agisse de septième de dominante ou de septième sur tous les degrés, la résolution normale d'une septième, c'est de descendre conjointement. Hein. Donc à ne pas confondre avec les notes sensibles, qui sont les septièmes notes de la gamme, quand ces notes-là apparaissent dans des accords de dominante, auquel cas là, elles montent conjointement sur la tonique, voilà. Tandis que les septièmes et les neuvièmes, elles descendent conjointement sur le degré inférieur dans la gamme où on est. Hein. Voilà, donc c'est quand même intéressant de noter comment ces accords sont apparus, hein, en fait comme des notes qui étaient presque des sortes de retards, enfin, qui venaient de l'accord précédent et qui étaient presque considérées finalement comme des notes étrangères, mais elles se sont assimilées petit à petit. Voilà, c'est ce qu'on appelle la question de l'émancipation de la dissonance. Les accords complexes apparaissent souvent comme ça, c'est-à-dire d'abord une note qui est considérée comme une dissonance,
et puis finalement qui finit par être incorporée. Mais le fait qu'elle ait besoin de se résoudre, bon, prouve bien quand même cette origine, entre guillemets, dissonante. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette vidéo. Alors, le chiffrage, oui, d'ailleurs, le chiffrage de ces accords de septième, donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, alors assez facile à retenir puisqu'il y a une décroissance. 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'est une sorte de compte à rebours inachevé. Faut juste se souvenir donc qu'aux deux extrêmes, il y a un seul chiffre, 7, et puis 6, 5, 4, 3, 2. Donc, Philippe Goutenoir explique que tous ces chiffrages sont conventionnels. Il y a toujours des intervalles qu'on ne chiffre pas, qui sont sous-entendus. Voilà. Le chiffrage, c'est une sorte de carte de visite, c'est un résumé qui renvoie à un accord, mais on n'a pas vocation forcément à chiffrer tous les intervalles. Il suffit donc d'avoir cette carte de visite, entre guillemets. Je note quand même que quand Philippe Goutenoir présente les chiffrages après sur un fond noir, là, vous remarquez qu'il ne parle plus de son 7-5 barré. Vous voyez, ça c'est un peu... Alors, à mon avis, là, il y a une... justement, il y a une petite chose par rapport à ce que je disais, comme s'il était gêné, finalement, lui-même, de rechiffrer ce deuxième degré du mode mineur 7-5 barré, puisqu'après, il abandonne complètement ce chiffrage. Donc, moi, je vous incite, quand c'est des septièmes d'espèce, et quels que soient les degrés, on chiffrera donc quels que soient les degrés autres que la dominante. C'est bien ça la définition d'une septième d'espèce. Donc, je vous incite à rester sur les chiffrages 7, 6, 5, 4, 3, 2, que la quinte soit diminuée ou non, alors sauf en cas d'ambiguïté, effectivement. Alors, avez-vous des questions sur cette vidéo ? Alors peut-être pas, ça m'étonne pas trop parce que donc c'est un peu récent. Bon, si jamais vous en aviez après coup, c'est toujours possible qu'on en parle. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur d'autres vidéos. Voilà. Bon, il est quand même très très clair, ce Philippe Goutenoir. C'est vraiment remarquable ce qu'il a fait. C'est pour ça que je réutilise ces supports parce qu'en plus ils sont visuellement attractif et puis le contenu est vraiment très clair, ce qui est très rare sur internet parce que j'ai cherché pas mal et il y a toujours des choses qui vont pas, il y a des erreurs, il y a des conceptions erronées, enfin, etc. Là, bon, c'est vraiment quelqu'un qui a les idées claires et c'est voilà, c'est vraiment appréciable. Donc vous pouvez d'ailleurs voir toutes les vidéos de sa chaîne, il y en a pour l'instant 8, je pense qu'il en fera d'autres, j'espère, parce que si elles sont de la même qualité, ça sera très intéressant de les consulter. Alors, il y avait aussi la vidéo sur la carte Sixte, où on nous présente, alors j'aime bien là aussi sa vidéo, dans le sens où d'emblée, il met bien à part ses accords de carte Sixte. J'ai pu constater, certains d'entre vous m'ont envoyé du travail, il y a toujours une, une, une tendance à utiliser de la part de certains d'entre vous beaucoup trop souvent les accords de Cartésix. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont forcément toujours mal utilisés. Alors, quelquefois, c'est ce que j'appelle les Cartésixtes de rien du tout, parce que justement, ce qu'il explique bien, c'est qu'il y a 3 cas précis où on doit se servir, enfin, où on peut, plus exactement, se servir des accords de quartet sixte, il n'y a que 3 cas. Donc, quand on n'est pas dans ces 3 cas, moi, j'appelle ça des quartets sixtes de rien du tout, puisque, normalement, les quartets sixtes sont toujours de quelque chose. Elles sont soit de cadence, soit de passage, ou soit de broderie. Voilà. Et quand on n'est pas dans l'un de ces 3 cas, il ne devrait pas y avoir de quartet sixte. C'est ce que j'appelle donc quartet sixte de rien du tout. Donc ça ne doit pas exister. Alors, moi, je remarque que souvent, les étudiants ont tendance à trop faire d'accords de quartet sixte. Alors, soit ils sont carrément de rien du tout, donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas, elles ne doivent pas exister, il faut les remplacer par autre chose, il faut trouver d'autres solutions. D'ailleurs, si vous respectez la démarche qu'on a dit, il n'y a pas de raison qu'elles apparaissent, parce que on a toujours bien dit que cette position
pour le moment, puisque nous, au jour d'aujourd'hui, là, nous n'avions parlé que de la cartésixte de passage. Donc voilà, on avait défini un cadre très précis, c'est-à-dire les 3 notes montantes ou descendantes à la basse, la cartésixte étant au milieu. Et typiquement, donc, ça sera souvent un 5 entre deux 1. Un 1 chiffré 5 et 6 de part et d'autre, dans un ordre ou dans un autre, et puis la cartésixte au milieu. Voilà. Alors, on peut quand même utiliser cette cartésixte de passage de façon tronquée, c'est ce que j'appelle tronquée, dans le sens où le mouvement conjoint n'aurait lieu que du côté droit, c'est-à-dire donc il y aurait la cartésixte et puis le mouvement conjoint de la basse, donc du côté droit, sans qu'il y ait le mouvement conjoint du côté gauche. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose qui sera plus fréquent dans le style classique, voilà, donc à partir de Mozart, etc. On trouvera plus, parce qu'encore une fois, la position va s'émanciper, alors un petit peu, hein, pas entièrement, c'est-à-dire il n'y aura jamais des cartésixtes comme ça par mouvement disjoint des deux côtés, mais il y a une forme d'émancipation de cette sonorité qui apparaît. Voilà. Chez Bach, c'est quand même assez rare qu'on ait cette cartésixte de passage tronquée, donc c'est-à-dire avec le mouvement conjoint que du côté droit. En général, c'est quand même des deux côtés. Et j'en profite pour rappeler que quand on parle de cartésixte de passage, il faut inclure dans tout ce qu'on vient de dire au sujet de cet accord, il faut inclure tous les accords qui reposent sur leur quinte. Hein. Donc ça concerne les cartésixtes, qui ont donc la quinte comme basse, mais ça concerne aussi les septièmes de dominante, avec ou sans fondamentale, donc c'est ce qui correspond au chiffrage plus 6 avec la fondamentale, ou bien plus 6,3 sans la fondamentale. Ça concerne également les accords de septième d'espèce, hein, justement, cette fameuse position 4-3 dont on parlait tout à l'heure, donc qui consiste à avoir la quinte à la basse tout en ayant un accord de septième. Ben c'est pareil, on peut s'en servir donc en tant que passage, et donc la règle est la même que pour la cartésixte. Ça vaut aussi pour les accords de neuvième, de dominante, etc. Voilà, donc c'est important de le préciser. Donc moi je vous incite à être parcimonieux avec ces cartésixtes, de bien, comme le souligne Philippe Gouttenoir, de bien se dire que ce sont des accords très particuliers et qui sont peu recommandables a priori, voilà, mais qui peuvent être intéressants donc dans 3 situations précises. Donc il faut attendre d'être vraiment dans la situation idéale pour utiliser ces accords. Alors, il a parlé aussi donc de l'autre cas possible qui est la cartésixte de cadence. Alors si on redonne une définition rapide de la cartésixte de cadence, c'est la possibilité au moment d'une cadence, alors que ce soit une demi ou une cadence parfaite, donc quand on arrive sur le 5, hein, soit dans une demi ou une cadence parfaite, c'est la possibilité juste avant ce 5e degré d'avoir un 1 en position 6-4. Et comme l'explique bien Philippe Gouttenoir, cet accord-là, on ne considère pas que c'est une fonction de premier degré, c'est-à-dire il prend cette apparence donc d'un premier degré à l'état de cartésixte, mais en fait, on doit le considérer comme étant la double appoggiature de l'accord de dominante. Donc, comme si on était déjà sur une fonction de dominante. Donc, si jamais vous le chiffrez 1, 6, 4, il faudrait le mettre entre parenthèses pour bien dire que ce n'est pas une fonction et qu'on est déjà sur la fonction 5. Donc, c'est pour ça qu'il proposait de mettre un trait partant du vrai 5e degré en remontant d'une note pour mettre le 5 pour faire voir que c'est déjà la fonction du 5e degré. Alors sur le plan pratique, c'est extrêmement simple. Hein. En fait, on peut prendre l'exemple que vous voyez en principe sur votre écran. Là, il y a une première phrase. Là, je vais la faire jouer. Alors, j'aimerais bien qu'il me masque ça, mais pas moyen. Alors, voilà. Alors,
La, si, do, mi, ré, do, si, do, la, sol, la. Bon, il y a une première phrase qui va jusqu'ici. Bon, là j'aurai vraisemblablement une cadence parfaite. Je suis en la mineur, hein, voilà, je vois la sensible qui monte à la tonique, je sens que l'enchaînement est conclusif, etc. Donc, la question de la cartésixte de cadence, c'est juste avant mon 5e degré, je peux me demander si sur cette note-là, je peux avoir ce fameux 1 chiffré 6-4. Alors, le fait que ce soit possible, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Hein, c'est-à-dire que, alors ici, effectivement, je peux avoir le 1 chiffré 6-4 parce que cette note, cela peut faire partie, effectivement, de l'accord La Do Mi, premier degré. Alors, chiffré 6-4, ça veut dire que je serai installé déjà sur un Mi à la basse. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, la spécificité de la cartésixte de cadence, c'est d'être installé déjà sur la basse de l'accord de dominante. Mais ce qui est normal, hein, puisqu'on a dit cet accord agit comme la double appoggiature de l'accord de dominante. Donc finalement, on est déjà sur la base, l'état fondamental, hein, d'ailleurs, du 5e degré. Donc ça implique aussi d'être dans une cadence forte, c'est-à-dire une cadence, soit une demi, soit une cadence parfaite, c'est-à-dire qui serait basée sur des états fondamentaux. Parce que si on avait un autre type de cadence imparfaite, on n'aurait pas nécessairement, là, pour le 5e degré, un état fondamental, et dans ce cas-là, la cartésixte de cadence ne pourrait pas être utilisée. Elle ne peut l'être que dans la mesure où on reste sur une même base. Voilà. Donc, si c'est possible, on peut le faire. Après, c'est à vous de voir. Alors, il faut se mettre un peu dans l'oreille cette sonorité particulière de la cartésixte de cadence. Une sonorité qui donne l'impression d'être dans une phase d'attente, dans une phase où on attend qu'il se passe quelque chose. Ça va donner une importance particulière à votre cadence, une éloquence particulière. Alors, on peut mettre ces cartésixes de cadence parce que effectivement la sonorité nous intéresse. Ça peut être aussi pour des raisons techniques. Par exemple, si on est coincé, qu'on n'arrive pas à mettre des prédominantes comme on voudrait avant notre dominante dans la cadence, on peut jouer cette carte-là, hein, dans ce que j'appelle d'ailleurs la zone des insertions, c'est-à-dire, vous le savez, entre le groupe des prédominantes et les dominantes, on a ici une zone où on peut insérer des accords, et justement, c'est soit la cartésixte de cadence ou le 5 de 5. Hein. Il faut penser aussi à ce 5 de 5. Alors, on n'en a pas énormément parlé ce semestre, mais on fera un cours dessus au 2e semestre, enfin un cours plus général sur les dominantes secondaires, et qui inclura donc la question des 5 de 5. Voilà. Donc, je résume, la cartésixte de cadence, c'est la possibilité, si bien sûr les notes à harmoniser le permettent, d'avoir le 1 chiffré 6-4 avant un 5 dans une cadence. Voilà. Alors, c'est cette possibilité, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'on le fera systématiquement, c'est à vous de voir. Soit vous en avez besoin techniquement, dans ce cas-là, vous le ferez parce que vous êtes acculé à le faire. Ou bien, donc, c'est cette sonorité un peu particulière de se poser sur un... Alors, il emploie une terminologie qui est intéressante, donc, pour souligner l'accent que ça provoque, cette cartésixte de cadence. Souvent placée sur un temps fort, d'ailleurs, mais pas toujours. Hein, donc, il ne faut pas en déduire là non plus des choses... Mais c'est normal qu'elle soit souvent sur un temps fort parce qu'elle a ce rôle d'appoggiature. Or, les appoggiatures, vous le savez, elles sont souvent, si ce n'est sur temps fort, sur partie forte de temps, hein, sans que ce soit une règle absolue, mais c'est une tendance, parce que de toute façon, il y a un accent sur cette dissonance, hein, parce que un effet d'appoggiature, c'est un effet de dissonance. Donc, forcément, qui dit dissonance dit accent, donc dira plutôt temps fort ou partie forte de temps. Mais encore une fois, sans que ce soit une règle absolue. Voilà. Donc, je voulais dire une dernière chose. Oui. Alors, on verra que j'ai parlé de cette zone des insertions, là, entre les prédominantes et la dominante, où on peut trouver la cartésixte de cadence et le 5 de 5, et on verra que l'un et l'autre peuvent être combinés. Je peux avoir à la fois donc le 5 de 5 et la cartésixte de cadence, dans tel sens ou dans tel autre sens. C'est des accords qu'on peut combiner entre eux. On le verra, c'est très fréquent dans le style classique.
Voilà, donc ça, c'est les deux, voilà, ces deux cadres d'utilisation précis donc pour les cartes SX. Il restera un dernier cadre qui est la carte SX de broderie. Philippe Goutenoir en parle aussi très bien. Donc, c'est la possibilité de broder. Alors, c'est souvent un 4 qui brode un 1 sur un premier degré, c'est-à-dire qu'on reste sur la basse. J'aurais par exemple Do, Mi, Sol, premier degré de Do, qui serait brodé par Do, Fa, La. Donc, en fait, c'est le quatrième degré, c'est Fa, La, Do, mais on reste sur cette même basse de Do. Et donc, ça donne la position de carte SX pour le quatrième degré. Et on reviendrait, donc, puisque c'est une broderie, ça suppose qu'on revienne sur Do, Mi, Sol. Il cite l'autre exemple d'un 1 qui broderait un cinquième degré. Alors c'est un peu d'ailleurs la même configuration comme il l'explique bien. Alors là où on peut peut-être discuter un certain point, c'est que quand il parle de ces cartes SX, il met en avant beaucoup la carte SX de cadence, en disant que c'est la plus courante, etc. Alors en fait, ça se discute, c'est-à-dire que, bon, certes, c'est un accord qui est très important dans le style classique, et à partir du style classique, mais c'est un accord qui existe marginalement à la période baroque. Enfin, ça dépend des styles, certains auteurs commencent à l'utiliser plus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que si on a un point de vue historique, on considérerait plutôt que c'est la carte SX de passage qui apparaît en premier historiquement, puis la carte SX de cadence ensuite. Et la carte SX de broderie, bon, qui a un rôle un peu décoratif, anecdotique, qu'on peut trouver dès la période baroque d'ailleurs, mais d'une manière plutôt rare, et qui sera beaucoup plus fréquente à la période classique. Alors, on reparlera de la carte SX de broderie au semestre 2 quand on étudiera un peu plus le style classique. Voilà, pour l'instant, on n'en parle pas parce que dans les chorales, elle n'existe quasiment pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez accessoire. Si vous voulez, elle joue un rôle beaucoup moins fondamental que ces deux-là. Alors, il est vrai que quand Philippe Goutenoir donne la prépondérance à la carte SX de cadence, c'est vrai qu'au niveau structurel, on pourrait dire qu'elle est plus importante, parce que la carte SX de passage, elle est, comme son nom l'indique, finalement, elle passe, elle compte presque un peu pour rien du tout. Voilà, mais bien qu'elle soit donc historiquement, elle arrive en premier. Quant à la carte SX de broderie, elle est purement décorative, et en ce sens-là, elle est encore moins structurelle que ces deux cartes SX-là. Y a-t-il des questions sur l'utilisation des cartes SX? Alors, j'aimerais bien entendre votre voix, ne serait-ce qu'une fois, pour être sûr que je ne suis pas tout seul dans cette vidéo. Oui, oui. Ah, ça fait plaisir. D'accord, donc tout va bien, il n'y a pas de questions particulières. Alors, il est possible que vous n'ayez pas eu le temps de les voir, mais bon, il sera toujours temps de le faire quand, quand vous en aurez l'occasion. Et puis, bon, s'il y a des questions, alors soit vous trouverez les réponses à ces questions dans tout ce que je viens de dire, soit vous pouvez donc me poser des questions par écrit. Voilà, donc on n'a plus grand-chose de nouveau à voir à part ça, si ce n'est refaire peut-être un peu du travail qu'on a déjà fait. Alors là, j'ai quand même fait deux textes. Vous avez un champ donné et une base donnée que je mettrai dans Moodle, qui contient des cartes SX de cadence, donc, et de passage à l'occasion. L'idée, c'est en fait, alors puisque c'est un texte un peu didactique, c'est en fait à chaque fois qu'il est possible d'avoir une carte SX de cadence dans ce texte-là, il faudrait faire cette carte SX de cadence. Voilà, c'est pour un peu s'exercer à les manipuler. Donc, si vous voulez, pour cette deuxième partie de cette vidéo,
on peut faire un peu ce que vous voulez, soit on fait du travail d'analyse, on peut refaire donc un peu de travail d'analyse, on peut réaliser une partie soit de ce champ donné, soit de cette base donnée. Qu'est-ce que vous préférez? Bah, pour moi, la base donnée, ça serait mieux. Oui, la base donnée. Alors, dans ces deux textes-là, en fait, il y a des modulations. C'est ça qui est nouveau aussi. Voilà, c'est que les textes modulent. Alors, ils modulent plus ou moins d'ailleurs, certains plus que d'autres. Je vous propose d'écouter celui-ci et on va en réaliser une partie, hein, peut-être pas tout, enfin, on va voir. Donc, on va l'écouter déjà. Voilà, donc c'est un texte qui est modulant. Alors justement, on va s'intéresser au plan tonal. Il est en quelle tonalité, à votre avis? Alors là, ça serait bien que vous participiez peut-être pour cette dernière vidéo, surtout que c'est intéressant, il y a quelques recherches de modulation, donc n'hésitez pas à intervenir. Monsieur, monsieur, Oui, on sera en do mineur? alors, est-ce que vous avez bien chanté ou réentendu cette dernière phrase? Je vous la rejoue. Bah, mi bémol majeur alors. Voilà. Encore une fois, hein, on a une méthode très claire, il faut vous y tenir absolument. C'est pas parce qu'il y a tel si bécard qui va se balader par-ci par-là, ou hein, on a une méthode très, très claire, c'est de chanter la dernière phrase, donc que ce soit d'ailleurs un soprano ou une basse donnée. Alors c'est encore plus facile d'ailleurs quand c'est une basse, puisque il y a un mouvement cadentiel implicite, hein, souvent. Mais donc, on chante cette mélodie et on cherche la note de repos. Donc là, évidemment, comme vous l'avez tout de suite perçu, ça saute aux oreilles, hein, on est bien en mi bémol majeur, parce que donc le mi donne le repos, et en plus, je vois donc ce mouvement de cadence parfaite. Voilà. Donc attention, hein, moi parce que je suis assez surpris, si vous voulez. Bon, à chaque fois, moi, quand j'explique comment on cherche une tonalité, j'insiste, je réinsiste presque jusqu'à vous dégoûter sur l'histoire de la dernière phrase et de cette note de repos. Et je suis assez déconcerté de voir que à chaque fois quand je demande qu'on cherche une tonalité, eh bien, on me rend rarement, si je puis dire, cette méthode-là. On va chercher, bon, des histoires d'armure. Encore, c'est pas, je dis pas que l'armure ne joue pas de rôle, hein, mais on me parle d'armure, on me parle justement quelquefois d'altération accidentelle, de choses comme ça. Enfin, mais c'est pas le propos, si vous voulez, hein. Le propos, encore une fois, être dans une tonalité, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Bon, c'est évoluer sur une gamme et être rattaché à une note polaire qui est la tonique. Donc, ce que l'on cherche, c'est la tonique. C'est la tonique, c'est pas une armure. On cherche pas une armure. On cherche pas des altérations accidentelles. On cherche une tonique. Et il n'y a pas de meilleur moyen de chercher une tonique, c'est-à-dire note de repos, que de faire donc ce qu'on a fait là, c'est-à-dire on chante la dernière phrase et on en déduit la note de repos. Bon, là, c'est encore plus simple, donc, puisqu'il y a en plus le mouvement de cadence parfaite. Donc, on est effectivement
en mi bémol majeur. Alors, comme tonalité générale, hein, évidemment, le texte ne restera pas forcément en mi bémol majeur tout le temps, mais alors, ce qui est intéressant, oui, c'est quand on dit que c'est en mi bémol, c'est donc par rapport à cette dernière phrase. Mais ensuite, vous savez qu'il y a un principe d'unité tonale, c'est-à-dire que si ça finit en mi bémol, c'est en général, à moins d'une situation très exceptionnelle, on commencera également en mi bémol majeur. Donc vous devez considérer que, ne serait-ce que pour le premier accord, si c'est possible, évidemment, vous devez démarrer sur un accord de mi bémol majeur. Bon, là, c'est tout à fait possible, puisqu'on a le mi qui est un 1 chiffré 5, évidemment. Voilà, est-ce que... alors, si on fait une lecture de ces phrases, mi, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, do, si. Alors, quand on arrive sur ceci, est-ce qu'on est toujours en mi bémol majeur, à votre avis, ou pas? Alors, c'est toujours la même méthode, hein. On cherche la note de repos. Mi, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, do, si, si. Si, On est comme en suspens. oui. Alors, on est toujours en mi bémol majeur, mais effectivement, sur une cadence suspensive, bon, une demi-cadence, vraisemblablement, hein, avec le si comme basse. Mais donc, si on cherche la note de repos, si, do, ré, mi, do, si, si, mi, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Bon, on est toujours visiblement dans la gamme de mi bémol majeur. Alors, je continue avec la deuxième phrase. La, sol, fa, mi, do, si. Le sentiment est le même, hein, a priori. Si, si, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Je suis toujours, a priori, en mi bémol majeur. Je continue. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, do. Alors, cette fois, quelle est la note de repos? Do. Bah oui, clairement, hein, do. Alors, une fois que vous sentez qu'on a changé de tonique, donc de tonalité par voie de conséquence, il faut vous demander où est le premier point où vous pouvez entrer dans cette tonalité de do. Donc vous remontez dans la phrase. Alors le point d'entrée, vous vous rappelez, enfin le point d'entrée certain, si je puis dire, c'est la dominante, bien sûr. Donc il faut chercher une basse qui puisse trahir une dominante de do, et cette basse révélera une dominante de do, bon, si elle appartient évidemment à l'accord de dominante de do, mais aussi si elle se résout correctement sur un 1, ou au pire sur un sixième degré, mais enfin, le cas le plus fréquent, c'est quand même le 5, bien sûr, qui va sur le 1. Donc, je remonte le plus loin possible dans ma phrase en cherchant ça. Et là, bon, si je remonte le plus loin possible, ça sera là. Et de toute façon, bingo, je trouve tout de suite ici ce si bécard. Alors, le si bécard, justement, il est à prendre en compte, évidemment, puisque donc j'étais dans un monde où il y avait des si bémols. D'un coup, j'ai une note haussée. Vous pouvez appliquer aussi la petite astuce qu'on a donnée souvent, toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible, etc. Donc au sein d'un accord de dominante, et la sensible de quoi? Bah, faut reconstituer, puisque la sensible est toujours la tierce majeure d'un accord de dominante, donc je reconstitue mon accord qui serait sol, si bécard, ré, fa, et hop, dominante de do. Donc en fait, je peux entrer ici en do mineur à partir d'ici, voilà, de ceci, bécard. Bon, je suis pas très doué avec les fonctions d'écriture, mais c'est pas grave. Donc, en fait, cette phrase est en do mineur. Alors, on écoute l'autre. Si, la, sol, fa, mi, fa, si, do, do, fa. Alors, quelle serait la tonalité de cette phrase?
Le Fa, c'est comme si c'était une cadence parfaite. Oui, donc ça serait une cadence parfaite en quel ton, du coup? Fa mineur. Oui, en Fa mineur, n'est-ce pas? Puisque bon, Fa, c'est notre tonique, hein, visiblement. Et puis, étant donné les altérations en présence, ça serait plutôt Fa mineur que Fa majeur. On suit la même démarche, on remonte notre phrase au plus loin possible, on regarde où le premier cinquin est possible. On se rend compte que c'est ici. Alors, parce qu'il faut évidemment ne pas oublier, hein, ça aussi c'est quelque chose malheureusement qui arrive souvent, c'est que certains d'entre vous ont tendance à oublier l'existence de cet accord 5 chiffré plus 4, hein, c'est-à-dire qui consiste à avoir la septième à la basse. Mais encore une fois, si vous savez bien votre cours, eh bien, vous savez que quand votre 1 est chiffré 6, le 5 peut être bon, soit 5 ou plus 4, hein, justement. Ou 6-4 si c'est possible. Donc, il ne faut pas oublier cette position qui est très fréquente. Hein. Donc ici, je peux entrer en Fa mineur. Alors évidemment, si vous trouvez un point d'entrée, il faut vérifier tout de même qu'on peut rester en Fa mineur. Et effectivement, donc avec ce Mi bécard qui monte sur le Fa, bon, on est toujours ici en Fa mineur, hein, clairement. Je continue. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Mi. Bon, là, je retournerai en Mi bémol. Mais il y a peut-être une tonalité là intermédiaire en quelque sorte qu'on aurait sur le début de cette phrase. Fa, Si, Do, Do, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, si on cherche une tonique là sur ce Sol, La, Si, Do. Quelle tonique est-ce qu'on pourrait avoir là sur Sol, La, Si, Do? Quelle note donne le repos ici? Bon, c'est pas le Do, hein, visiblement. Sol, La, Si, Do. Do, c'est un peu en suspens. Il y a deux toniques qui seraient possibles, à mon avis. Le Sol. Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Non, Fa. Fa, voilà, alors, c'est ça. Hein. Encore une fois, quand vous cherchez la note de repos, vous pouvez descendre un fragment de gamme, Do, Si, La, Sol. Bon, on voit bien que le Sol n'est pas si stable que ça. Par contre, Fa, le Fa est plus stable. Alors, dans ce scénario, on serait toujours en Fa mineur, ce qui est possible. Mais il y a une autre tonique possible, il me semble. Sol, La, Si, Do. Si c'était pas le Fa, ça serait quoi? Sol, La, Si, Do, Si, La. Ça peut être dans une certaine mesure le La aussi. Bon. Alors, on peut trouver que le Fa donne plus le repos que le La, pourquoi pas. Hein. Mais on pourrait éventuellement être en La bémol majeur, voilà. Ou en Fa mineur, donc, puisque... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas encore en Mi bémol majeur. Alors, on n'y est pas encore, tout simplement aussi, parce que si on applique ce qu'on a dit tout à l'heure, je cherche le premier point d'entrée qui serait possible, le premier cinquième possible pour revenir en Mi bémol majeur, je me rends compte qu'il n'est pas avant ici, d'accord? Le premier cinquième possible, c'est avec Ré mi. Si j'essaye avec Sol La, ça va pas, ça fera pas 5-1. Avec La Do, ça fera pas 5-1. Hein, puisque pour l'instant, on n'harmonise pas les croches de toute manière. Donc le premier 5-1 possible, c'est ici. D'ailleurs, je peux le mettre tout de suite. Attendez, j'aimerais bien faire quelque chose. Je vais essayer ça. Mais à mon avis, ça va rien changer. Ah si, ça change quelque chose. Donc, on est ici. Oui, c'est ici donc qu'on va revenir en Mi bémol majeur exactement sur cette note-là. Alors là, attendez, je vais faire pareil maintenant que j'ai... Par contre, j'ai une mémoire de poisson rouge, je me rappelle même plus le raccourci, c'est... Ah oui, c'est ça. Donc... Voilà. Alors ici, soit on reste en Fa mineur, effectivement. Alors le Fa mineur, je vais le mettre ici. J'avais oublié de le mettre. Voilà, bon, j'ai toutes mes tonalités. Alors ici, peut-être du La bémol majeur, ça reste à voir.
Voilà, donc là, déjà, on a un peu touché à quelque chose d'un peu nouveau, hein, qui est la modulation. Alors là, c'est des modulations qui sont gentilles, hein, si je puis dire, parce qu'elles elles, elles s'installent d'une manière franche. Il y a souvent des altérations caractéristiques, qu'il s'agisse du si bécard ou du mi bécard. Bon, on verra que quelquefois c'est plus subtil que ça, mais justement, quand c'est plus subtil a priori, en fait, c'est notre oreille qui va nous aider, et l'oreille est tout à fait performante pour faire ça, et c'est d'ailleurs le seul instrument vraiment efficace. Et vous verrez que finalement, c'est pas si compliqué que ça, alors à condition de bien solliciter son oreille, mais c'est pas si compliqué que ça de trouver des modulations à tel ou tel endroit. Il suffit de se demander à cet instant T, comme on a fait là quand on était sur le début de cette phrase, euh, à l'instant T, qu'est-ce qu'on entend comme note de repos? Ben là, vous m'aviez dit Fa, oui, effectivement, on peut rester en Fa mineur si on veut. Voilà. Alors, bah, après, bon, je vais faire la recherche des degrés dans la première phrase en essayant d'aller vite. Bon, là, je vois qu'il y a un 5 impossible. Donc, ça fera un 5 chiffré 5 qui se transforme en plus 4 quand le La bémol passe, et un 1 chiffré 6. Donc là, il y a un enchaînement 5-1. Le prochain 5-1, il est loin, il est même, il n'y en aura même plus. Alors, ce qui... Oui, pardon? Parlez fort, hein, si vous voulez intervenir. Alors, je précise que pour l'instant, toujours pareil, on n'harmonise pas les croches qui sont à contretemps, hein, parce que sinon, il pourrait y avoir un 5-1 ici, certes, mais on n'harmonise pas les croches. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous m'indiquiez comment vous allez vous sortir de cette situation, parce que là, clairement, on ne va pas pouvoir faire de nouveau 5-1 jusqu'à la cadence. Alors, comment se sortir de cette situation? Est-ce que vous avez des degrés à proposer ici? Alors, lorsque vous avez... Enfin, bon, il y a quelque chose qui semble assez évident, c'est que comment va-t-on pouvoir tenir avec des prédominantes là? C'est impossible, n'est-ce pas? Parce que comme accord de prédominante usuel, on en a 3, c'est 6-4-2. Bon, je vais jamais pouvoir, sur tous ces accords, tenir rien qu'avec 6-4-2. Ça veut dire que soit je peux faire revenir un 1. Alors pour faire revenir un 1, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, bon, soit il faut un 5, évidemment, hein, parce que on ne peut pas venir a priori comme ça d'une prédominante vers un 1. Donc soit je passe par un 5, soit... mais auquel cas, j'aurais trouvé un enchaînement 5-1 possible. Donc ce cas-là, je peux l'éliminer, puisque je viens de dire juste avant qu'il n'y a pas de 5 impossible. Alors, on sait qu'on peut aussi faire, quand on est coincé, hein, quand il n'y a pas de 5-1 qui sont possibles, on peut, dans certains cas, faire un enchaînement 4-1, l'enchaînement plagal. Mais ici, 4-1, ça ne va pas le faire, parce que on pourrait vouloir le faire ici, mais ça donnerait un 1 qui serait chiffré quarté sixte. Alors vous allez me dire, ah, mais il y a un mouvement conjoint de la basse. Oui, certes, mais alors, ça ferait que votre quartier sixte, elle serait, en théorie, elle n'est pas impossible, mais elle serait très maladroite, parce que bon, déjà, il y a un enchaînement plagal qui est quelque chose de faible, enchaînement plagal qui passerait par une quartier sixte sur le premier degré, enfin, bon, il s'agit, alors, ça serait une quartier sixte de passage, mais attention, hein, toujours pareil, on a souligné avant là la grande prudence qu'il faut au niveau des quartiers sixtes, et on a toujours dit qu'il vaut mieux rester dans les clous pour éviter les ennuis. Donc les clous, c'est quoi quand il est question de la quartier sixte de passage? Les clous, c'est le 5e degré entre 2 1. Hein, voilà.
Bon, là, je ne serai pas du tout dans cette configuration, parce que déjà, je ne serai pas sur un 5e degré pour ma carte sixte, d'une part, et d'autre part, je viendrai d'un enchaînement plagal. Alors, bon, même, disons que ça, c'est une solution que vous pourriez faire si vraiment vous n'avez rien trouvé de mieux entre-temps, quoi. Alors, c'est la première chose possible. Deuxième chose qui serait possible, c'est d'avoir un 5 quelque part, mais qui ne se résoudrait pas sur un 1, mais sur un des substituts du 1. Vous savez, le substitut préféré du 1, c'est le 6e degré. Donc, pour se sortir de cette impasse où on ne peut pas donc n'avoir que des prédominantes jusque-là, c'est pas possible, donc on pourrait envisager de faire 5-6. Et on voit que là, il y a une opportunité de faire 5-6 qui serait ici. Voilà. Sachant que le 6 est bien à l'état fondamental comme il se doit. Hein. On doit utiliser le 6 à l'état fondamental en tant qu'accord faible. Voilà, donc à mon avis, c'est ça là qui va nous permettre d'en sortir. Bon, alors il y aurait une autre solution, parce que quand on a des grandes difficultés comme ça, finalement, à rester dans le ton, parce que ne pas pouvoir mettre des enchaînements entre guillemets normaux, ça veut dire que quelque part, il y a peut-être un petit problème tonal aussi. Ça pourrait nous inciter éventuellement à chercher s'il n'y a pas une autre tonalité possible. Bon, en fait, si on le chante, hein, c'est toujours pareil, c'est l'oreille qui doit dire s'il y a une autre tonalité. Donc, mi, si, la, sol, la, si, do, ré, mi. Enfin, vous voyez, même si je m'arrête là, je sens que je suis toujours sur une tonique de mi quand même. Donc, c'est pas la peine d'aller trop chercher quelque chose d'autre. De toute manière, il n'y aurait pas d'opportunité vraiment satisfaisante. Alors, ce qui serait possible aussi, c'est de décider de déroger à notre règle et d'harmoniser Rémi pour mettre 5-1. Bien entendu, ça peut débloquer. Alors, ça peut être fait pour des raisons techniques, comme ici, où on est coincé. Bon, moi, ce que je choisis dans ce cas-là, c'est plutôt de faire 5-6. C'est-à-dire, c'est quand même la solution la plus normale parmi toutes celles qu'on a dit, et qui évite d'avoir l'enchaînement faible 4-1, en plus qui mettrait en jeu ici une carte sixte qui serait pas très heureuse. Donc je crois que la solution la plus simple et la plus efficace, c'est d'avoir ici cet enchaînement 5-6. Donc après, bah là j'ai un 1 entre un 1 et un 5, ça sera forcément le 4. Et puis ici, alors là je suis donc sur mon 6e degré. Do, ré, mi, alors je vais avoir quand même des ennuis là, parce que donc après le 6, qu'est-ce qui me reste comme prédominante? Il me reste le 4e degré et le second degré. Alors déjà, c'est mal parti parce que j'ai 3 accords et il me reste plus que 2 degrés, sachant que je ne peux toujours pas refaire de 5 à 1 ici. Alors, c'est là où la carte sixte de cadence, elle peut intervenir du point de vue technique. C'est-à-dire que si ici, je choisis d'avoir une carte sixte de cadence, et je peux finalement, parce que la répétition de ceci, là, me permet ici d'avoir le 1 de cadence chiffré 6-4. Voilà, donc c'est la carte sixte de cadence. Donc j'en profite pour chiffrer la demi-cadence. Alors, ça va déjà mieux, parce que j'ai plus que deux accords. Cela dit, c'est pas parfait non plus, parce que si j'en ai plus que 2, normalement, la seule possibilité, c'est 4-2. Or, il est évident qu'ici, le 4e degré, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que ça serait une carte sixte de rien du tout, justement. Hein. Ça ferait la do mi avec mi comme base. Donc, on ne peut pas faire des cartes sixtes de rien du tout. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve autre chose. Ça peut pas être non plus un 2e degré, parce que ça serait fa, la, do. Ça veut dire quoi? Tout simplement que finalement, là, je vais être obligé de repasser ici par un 5e degré. Alors,
soit je fais ça, bon, parce que je suis obligé, là, d'une certaine manière. Il y a quand même une autre solution qui serait peut-être pas extraordinaire, mais qui consisterait à rester sur le 6e degré. Bon, parce que j'ai posé ici mon état fondamental. Si je reste sur le même degré, ça me permettrait de le renverser. Voilà. Parce qu'il était ici posé sur son état fondamental. Auquel cas, si je reste sur ce 6e degré, ici, j'ai plus qu'une prédominante à trouver entre le 6 et le 1. Bon, je pense au 4, ou au 2 d'ailleurs, mais je vois que le 4 est possible ici. Donc, on se retrouve face à ce choix, hein, soit je prolonge mon 6, bon, de manière un peu exceptionnelle, parce que c'est pas fameux, mais enfin c'est toujours possible, et je mets mon 4 là, ou bien je repasse ici par un enchaînement 5-1. Vous remarquez, hein, ça, c'est vraiment très important tout ce qu'on vient de faire là, parce que, enfin, ce qui est très important, ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que je dois trouver des solutions qui rentrent dans les clous. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai eu affaire à des cartésix qui étaient mal foutus, c'est-à-dire là, par exemple, si je faisais le choix de mettre un 4e degré, ou ici, si je faisais le choix, alors bien qu'elle soit de passage quand même, mais bon, faire 4-1 avec déjà 4-1, donc on sait bien que c'est borderline, mais en plus d'arriver sur temps fort sur ce 1 cartésix, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Donc voilà, on essaye quand même de trouver les solutions les moins pires, si je puis dire, quand il y a des difficultés. Donc là, le moins pire, ça serait soit de rester sur ce 6, soit de repasser par 5 heures. Finalement, je choisis de repasser par le 5e degré. Alors, sauf si on m'interdisait d'une manière très claire d'harmoniser cette croche, bon, auquel cas, je resterai donc sur le 6e degré. Ça serait la seule solution, hein, du reste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire là? Donc, c'est quelque chose de très important parce que ça vous montre comment on négocie un peu un parcours de degrés pour éviter les fautes. Hein, voilà. Monsieur, Oui. vous pouvez pas mettre un 5 de 4 sur le Mi? Sur quelle note, pardon? Le Mi? Vous voulez dire ici? Ouais. Eh bien non, parce que, donc, imaginons qu'ici, alors, il y a un 4, c'est vrai. Votre 4, c'est quoi comme accord? C'est la bémol. Oui, ah oui, pardon. Donc, vous dites 5 de 4. Ouais. Oui, alors, certes, c'est-à-dire que, en fait, non, oui, excusez-moi, j'étais parti sur un 5 de 2. Mais donc 5 de 4, alors oui, mais si vous voulez, votre 5 de 4, il serait bon de ce côté-là, n'est-ce pas, hein, mais 5 de 4, c'est quoi quand même comme accord? C'est Ouais, l'accord de mi bémol, voilà. C'est-à-dire que, alors, s'il y aurait un moyen de le faire, mais si vous vous contentez de l'accord mi sol si, ça va pas le faire, parce qu'en fait, ce que l'on va entendre quand on arrivera là, hein, parce que la musique, on l'entend de gauche à droite, hein, si je puis dire, c'est-à-dire que quand on arrivera là, si on se contentait de mi sol si, on aurait un enchaînement qui ferait 6, 4. Donc ouais, mais on peut mettre la 7e quand même. voilà, et, oui, exactement. Donc en fait, vous Les deux. donnez vous-même, vous faites la question et la réponse, tant mieux. En fait, le moyen de faire passer cette harmonie, effectivement, ça serait de mettre la 7e dedans, de faire apparaître un ré bémol. C'est vrai que dans l'idéal, vu la configuration, on aurait bien aimé que ce ré bémol passe là, mais bon, il ne pourra pas, puisqu'on ne touche pas au texte donné, donc on pourra toujours le mettre dans une autre voie, hein, ça sera toujours possible. Donc effectivement, pour vous répondre clairement, oui, effectivement, c'est une bonne idée, enfin c'est une autre idée qui effectivement permet de résoudre le problème, surtout si on ne devait pas effectivement repasser ici
enfin si on ne devait pas harmoniser cette croche. Oui, bravo, bon, c'est une très bonne proposition. Donc, elle est possible. Je sais pas, attendez, je sais pas si je peux l'écrire. Je vais essayer. Alors, je sais plus si, oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc on peut avoir ici effectivement le 5 de 4, mais à la condition, comme on l'a dit, de faire apparaître le ré bémol, sans quoi on serait dans quelque chose qui sonnerait curieusement, enfin, sur le moment, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça serait un peu justifié par ce qui suit, mais voilà. Donc, il faut le ré bémol à l'intérieur, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez, puisque bon, il y a parmi vous des personnes qui se débrouillent bien, donc est-ce que vous avez un parcours à proposer ici, par exemple, pour cette deuxième phrase? Bon, elle est moins problématique que celle-ci, hein. Beaucoup moins. Alors, de toute façon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de 5 impossibles, hein, là. Donc, on retrouve notre fameux enchaînement plus 4, 6. Ici, il y a une caractéristique de passage qui est possible, ou bien l'accord plus 6, 3, hein, ce qui revient au même, ou bien l'accord plus 6, hein, c'est toujours pareil. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de savoir quel degré on a et quelle basse on a. Donc, on a une dominante et un accord qui est posé sur sa quinte. Et voilà, alors après qu'il y ait la septième dedans, que cet accord de septième ait une fondamentale ou pas, tout cela ne changera pas grand-chose, hein, au final. Alors ici, je peux avoir un 4 chiffré 6. Et puis, je me repose ici sur une dominante. Bon, etc. Je pense que de toute façon, le reste ne vous posera pas trop de problèmes. Il n'y aura pas plus de difficultés qu'on en a eu dans le début, peut-être même moins, sauf peut-être ici, dans cette partie-là de la phrase, enfin de la dernière phrase. J'aurais voulu qu'on voit un peu la question du soprano. Alors, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais dit pour l'instant, mais je garde toujours cette idée de le faire, de vous donner un mode d'emploi un peu plus précis pour une mélodie. Cela dit, bon, ça reste, parce que j'ai quand même réfléchi à la question, enfin, j'ai réfléchi à la question sous l'angle de la simplicité, c'est-à-dire j'ai essayé de voir si, en appliquant une méthode un peu, voilà, même, si ça pouvait pas donner quelque chose, bon, qui serait peut-être pas toujours extraordinaire, mais qui fonctionnerait. Alors, effectivement, c'est ce que je vais faire, hein. D'ailleurs, je vais aboutir à quelque chose comme ça, mais encore enfin, moi, ce que je me dis à chaque fois que je réfléchis à cette question, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins évident que de construire une basse, hein, comme on l'avait dit. Il n'y a rien à faire, quel que soit le problème, quelle que soit la manière dont on tourne les choses, c'est quand même beaucoup plus dur. Alors, si on devait donner une sorte de méthode quand même, cette méthode, ça serait, on en a déjà parlé. Bon, quand on a des caractéristiques comme ça, c'est jouer la carte du mouvement contraire. Alors, c'est pas la seule solution, évidemment, mais on est là dans la recherche d'une solution pratique, hein, encore une fois, qui, voilà, si nos oreilles sont pas au top pour nous dire ce que peut être une bonne mélodie de chorale, compte tenu aussi du contexte harmonique, bon, on est en quête d'une méthode un peu simple comme ça. Donc jouer la carte de la caractéristique de passage, cette carte, elle consiste à avoir le mouvement contraire, hein, comme vous le savez, c'est ce qu'on a, pardon, ça ferait mi, fa, sol. Voilà, donc j'ai sol famille d'un côté, ça va me donner mi, fa, sol de l'autre côté. Alors, ça marche dans les deux sens, hein. La caractéristique peut être montante, auquel cas la mélodie serait
descendante. Et puis aussi, souvent d'ailleurs, ça va de pair dans cette configuration, quand on a ce plus 4, 1, 6, ce qui marche bien aussi, c'est, j'ai la septième à la basse, c'est d'avoir le Ré, la sensible au soprano. Bon, il y a comme ça des choses qui marchent pas mal. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de partir a priori sur la tonique, là. Alors, c'est pas une obligation, mais encore une fois, on est en recherche de points de départ qui soient corrects. Bon, là, en fait, si on se demande qu'est-ce que je peux avoir comme soprano ici, alors c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit, ça, quand on fait les mélodies, c'est que on double de préférence des bonnes notes. Hein. On avait dit dans une vidéo précédente, les bonnes notes qu'on peut doubler, quand il y a 2 fois la même note dans un accord, ça peut être, enfin, ça doit être les degrés 1, 4, 5 du ton en cours. Donc je suis en mi bémol majeur, je double de préférence les mi, donc premier degré, les la et les si, donc les degrés 1, 4, 5. Ici, par exemple, comme vous voyez, on a doublé le mi. Alors c'est pas une obligation, hein, mais c'est ce qui est possible en termes de doublure. Là, j'ai cette doublure tout simplement parce que je dois partir sur un 5, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est la même problématique que les cadences. Et puis ici, on a dit ça peut être bon de partir sur une tonique. Bon. Donc là, si je me demande dans ce 5-1, je vais raisonner un peu comme quand je raisonne par rapport à une basse, je vais m'occuper du 1 d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est plus faible que le 5. Donc il vaut toujours mieux optimiser les rapports qu'on a au niveau du 1 entre basse et soprane qu'au niveau du 5e degré. Compte tenu de ce qu'on a dit, en fait, je ne doublerai pas le sol. Hein, parce que donc, on double les notes 1, 4, 5 du ton en cours, à défaut toute autre note, sauf les sensibles et les septièmes. Alors, à défaut toute autre note, c'est-à-dire je pourrais quand même doubler le sol si j'avais pas le choix, mais on va dire que à ce stade-là, j'ai quand même le choix quand même, parce que bon, il n'y a qu'une deuxième note à écrire, je peux quand même bien faire le choix de ne pas avoir la répétition du sol. Donc, en somme, j'ai comme note possible le mi ou le si. Alors, il y a un autre principe qui est la recherche des mouvements conjoints, majoritaires. Hein. On a dit une bonne mélodie de chorale, c'est une mélodie qui a une majorité de lignes conjointes, entrecoupées par quelques sauts, mais des sauts sur des intervalles pas trop grands, en général qui ne dépassent pas une sixte, même qui restent sur des sauts de tierces, de quartes, de quintes. Voilà, donc rien que ça me fait plutôt choisir le mi que le si ici. Voilà. Bon, si j'ai le mi, et bien là je peux me demander les notes possibles. Bon, j'ai le ré et le fa. On peut là aussi faire le choix peut-être du mouvement contraire. C'est une tendance aussi qu'on peut rechercher, alors pas de façon tyrannique, mais dans la mélodie, on peut rechercher quand même cette tendance-là. Encore une fois, si on a le choix entre deux notes, ça peut nous donner un élément de choix. Alors, je vais continuer. Alors, ce que l'on peut faire, vous voyez, donc là je suis sur un 4, c'est l'accord La Do Mi. La Do Mi, je peux faire le catalogue des notes possibles, c'est-à-dire le Do, bon, c'est pas une bonne doublure, mais là, de toute façon, à ce stade-là, il ne serait pas doublé. Attendez, juste un instant, on sonne, j'ouvre, je reviens. Oui, excusez-moi, voilà. Tout ça pour dire que ici, finalement, j'ai toutes les notes qui sont possibles. J'ai le La, j'ai le Do et j'ai le Mi.
le La parce que c'est une bonne doublure, le Do parce que bah, il fait partie de mon accord, et le Mi aussi. Donc, on peut partir, enfin vous voyez, vous pouvez écrire, alors c'est un embryon de méthode, toutes les notes possibles. Sachant que, encore une fois, à moins donc de constater qu'un saut serait opportun à cet endroit-là, sinon je resterai plutôt donc sur des lignes conjointes, ça ferait donc le choix entre un Do ou un Mi. Alors, je continue. Je vais m'occuper par exemple de ce 6e degré. J'ai un Do à la basse. Le 6e degré. Oui, excusez-moi. Je suis en visio. Voilà, donc j'en étais au 6e degré. Donc, pourquoi je m'occupe de lui? C'est toujours pareil, quand il y a 5 et quelque chose, je m'occupe de l'accord le plus faible. Bon, le Do n'est pas une bonne doublure a priori, donc j'aurai le choix entre le Mi et le Sol. Donc, il faudrait l'écrire. Et là, pour ceci, j'ai le choix finalement entre le Si, le Ré, le Fa. Donc, ça peut être... Enfin, alors, je reconnais que c'est pas une méthode super pratique, hein, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment d'autres. Il n'y en a pas d'autres tout simplement parce que la question est plus ouverte dans ce sens-là qu'elle ne l'est au niveau d'une basse. Hein, c'est bien ça le problème, si vous voulez. Alors, déjà, quant au choix de la mélodie, ce que je remarque, c'est que ici, dans cet enchaînement, vous voyez, les deux accords, là, en fait, ils seront chiffrés 5. Quand vous avez deux accords chiffrés 5 qui se succèdent, il y a un risque assez grand d'avoir des quintes consécutives. Donc, déjà, je peux anticiper ce problème-là, c'est-à-dire qu'il faudra que j'évite d'avoir Fa et Sol ici. Hein, sans quoi ça ferait Si Fa, une quinte, et Do Sol, une autre quinte. Entre parties extrêmes, entre les mêmes voix de basse et de soprano. Donc ça, c'est pas possible. Donc si je choisissais d'avoir le Fa là, il faudrait pas que j'ai le Sol, et vice-versa. Si je choisis d'avoir le Sol, il faudrait pas que j'ai le Fa. Bon, ça relativise un petit peu les possibilités. Monsieur, Oui? j'utilise souvent le principe de complémentarité. Ça, c'est possible? Alors, c'est possible, mais ça marchera pas tout le temps. Bah, vous pouvez essayer là. Donc, si vous utilisez le principe de complémentarité, ça vous donnerait, par exemple, donc un Mi ici, d'accord? Donc, admettons, je réduis, et qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là pour votre 5e degré? Ce que je veux dire, c'est que, enfin, nous, quand on cherche une basse, si vous voulez, on fait donc le principe de complémentarité pour l'accord qu'il y a derrière le 5, en général le 1, mais bon, on peut le faire éventuellement pour le 6e degré. Mais après, comment abordez-vous dans ce sens-là, hein, la question de votre soprano? Est-ce que vous êtes encore sur un principe de complémentarité? Auquel cas, on pourrait se dire la tierce, ça serait pas mal, effectivement. Donc ça ferait Ré. Mais si on fait ça, enfin vous voyez, ce qui est quand même beaucoup plus délicat, c'est que, bon, admettons que je fasse ça, je vais avoir là un soprano qui tourne en rond. Donc ça voudrait dire que si j'ai Ré mi ici, il vaudrait mieux que j'ai peut-être pas Ré mi ici. Bon, c'est toujours possible, hein, évidemment, mais justement, c'est plus ouvert. Enfin vous voyez, moi c'est ça mon problème. Enfin, c'est pas un problème, parce qu'après, on peut toujours trouver une mélodie à l'oreille. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue de la méthode, autant on peut arriver à quelque chose d'assez clair au niveau de la basse, autant c'est quand même infiniment plus ouvert pour un soprano. Enfin, moi, je serais curieux, donc
vous qui m'avez parlé du principe de complémentarité, j'aimerais savoir comment donc vous voulez gérer ici votre 5e degré par rapport à ça. Euh, Peut-être le hé, je répéterai le hé et je changerai le mi du premier degré d'avant pour mettre un si sous la quinte. Donc ici, Ouais. et en venant de quoi comme note ici du coup? Parce que là, vous voyez, euh, bon, là, si je touche au ré, bien sûr, il faut résoudre la note sensible. Donc, je peux plus avoir ce Ouais. ré. Mhm. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait? Mais vous savez, enfin, moi, ce que je vais, bon, parce que je vais effectivement mettre à jour le document là qui concerne la construction de la mélodie. Ce que je vais surtout dire, en fait, dans ce document, c'est ce qu'on ne doit pas faire, si vous voulez. Parce que, étant donné qu'on on peut faire tellement de choses, qu'il vaut mieux dire ce qu'on ne peut pas faire. En fait, quand on a cours, bon, quand je fais cours sur la construction d'un soprano, bon, quand on est en cours, parce qu'en visio c'est plus compliqué, évidemment, mais quand on est en cours, je procède comme ça, c'est-à-dire je dis aux étudiants, bon, proposez-moi quelque chose, donc avec n'importe quel moyen, n'importe quelle méthode, et ensuite donc on corrige, et en corrigeant, en fait, on fait apparaître, donc dans un premier temps, ce qui n'est pas possible, hein, clairement, comme là, admettons qu'on laisse ça tel quel, ça serait pas possible puisque la sensible n'est pas résolue. Donc il y a comme ça un certain nombre de choses qui sont pas possibles. Alors, ce qui n'est pas possible, c'est quoi d'ailleurs? C'est les quintes et les octaves consécutives entre parties extrêmes, c'est les notes à mouvement obligé, donc les sensibles ou les septièmes qui ne se résoudraient pas. Ce qui n'est pas possible non plus, c'est les intervalles augmentés, montants. Bon, il faut se méfier en général des intervalles augmentés ou diminués, mais certains intervalles diminués qui descendent sont quand même possibles. Mais donc, il ne faudrait pas, par exemple, une carte augmentée montante. Il faut se méfier aussi de la seconde augmentée dans le mode mineur, c'est-à-dire cet intervalle qu'on a entre la 6e et la 7e note quand on n'utilise pas, quand on oublie d'utiliser le mélodique ascendant, par exemple. Hein, si j'étais là, on sera en Do mineur. Il ne faudrait pas que j'ai un La bémol dans ma mélodie qui aille sur un Si bécard. Ça serait pas possible, ça serait hyper moche. Hein. Il suffit de le chanter, de le jouer pour se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, en fait, quand on travaillait comme ça les autres années en présentiel, c'est surtout ça qu'on faisait. C'est-à-dire que on regardait donc ce que quelqu'un a proposé et on disait ce qui n'est pas possible. Bon, et à force de savoir ce qui n'est pas possible, si vous voulez, on finit par trouver des solutions, parce qu'il ne reste plus que ce qui est possible. Alors, il y a effectivement beaucoup de possibilités, mais après tout, tant mieux, parce qu'on n'est pas sur... c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la mélodie qu'on va construire, il n'y aura pas qu'une mélodie possible. Alors pour une basse, il n'y a pas non plus vraiment qu'une basse possible, mais il y a souvent des basses qui sont nettement meilleures que d'autres. Hein. C'est un peu vers ça que notre méthode tend à nous amener. Bon, même si des fois il y a d'autres choix possibles, d'ailleurs comme on a relevé ici. Hein. Mais au niveau de la mélodie, donc il y a encore plus d'ouverture. Donc dans un premier temps, il faut surtout essayer de ne pas faire ce qui est impossible, enfin voilà, d'éviter les grosses fautes. Et ensuite, une fois qu'on a évité ça, il n'y a plus que deux choses qu'on va pouvoir évaluer. C'est est-ce que la mélodie, est-ce qu'elle ressemble à une mélodie de chorale? Bon, alors là, ça renvoie à la culture qu'on peut avoir de ce que peut être dans son contour une mélodie de chorale, sur la base de ce qu'on a déjà dit comme caractéristique, mais que je rappellerai dans le document, hein, la question d'une majorité de mouvements conjoints, etc. etc. L'autre chose, c'est qu'il faut éviter que la mélodie tourne en rond. Voilà. Donc, euh,
Donc, une fois qu'on a dit tout ce qu'il ne fallait pas, donc il y a toutes les fautes techniques qu'il faut éviter absolument. Les fautes techniques, voilà, les quintes, les sensibles ou les septièmes non résolus, les intervalles augmentés, voilà. Une fois qu'on a fait ça et qu'on essaye de ne pas tourner en rond, bah, on peut dire qu'on a une mélodie qui est, en tout cas, qui est possible. Alors après, qui est plus ou moins pertinente, voilà. Enfin, moi, au jour d'aujourd'hui, j'en suis là, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé mieux que de procéder par élimination, finalement. Donc, je reprends, enfin, à moins que vous ayez des choses à me proposer, hein, parce que, bah, justement, moi, j'aimerais bien que l'on procède comme ça, c'est-à-dire quelqu'un parmi vous me propose une mélodie, et puis on l'examine sous l'angle de toutes ces questions. Bon, est-ce qu'il y a des choses techniques qui sont impossibles? Et après, bah, est-ce qu'elle tourne pas trop en rond, etc. Monsieur, Oui, à la deuxième mesure, vous pouvez mettre la septième sur le 5 et après la résoudre sur le sol du sixième degré. d'accord. Donc, bah, justement, hein, on va faire ça, c'est-à-dire, bon, si vous vous sentez le, le courage de me donner toute une mélodie, là, on va essayer de procéder comme ça. C'est-à-dire, vous me dites votre mélodie, et ensuite on l'évalue. Donc, on n'est pas obligé de partir sur mi, hein, non plus. Donc, si vous pouvez me proposer des notes jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin de la première période, et après, bah, justement, on en parle et on dit, est-ce qu'il y a des problèmes techniques, est-ce que ça tourne en rond, etc. Monsieur, Oui, je peux proposer une note. ben oui, Sol, première mesure. oui. Pourquoi pas? Donc, oui, mais alors, justement, hein, donc, proposer une note, c'est bien, c'est même presque toujours bien. En fait, ce qui pose des problèmes, c'est les interactions, si vous voulez. Donc, en fait, il ne faut pas seulement me proposer une note, mais il faut proposer au moins tout un bout de phrase, si c'est pas toute la phrase entière, si vous voulez. Hein, parce que là, le sol tout seul peut être très bien, et bon, il l'est d'ailleurs. Mais après, si vous voulez, ça va dépendre de ce qui va se passer après. Alors là, comme c'est le début, bon, ce qui est à craindre, c'est uniquement ce qui va se passer après. Mais quand on met une note en plein milieu, il faut tenir compte de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Et c'est ça, si vous voulez, qui est délicat. Bon, ben, pour la deuxième note, un Fa alors. Oui. Alors, bah, allez-y, puisque vous avez l'air bien parti. Euh, bah, Alors, il faut aussi que vous soyez en accord avec cette harmonie. Ce que je veux dire, c'est mhm. que si cette harmonie ne vous plaisait pas et si vous avez autre chose à proposer, vous pouvez le faire. Si ça vous facilite la réalisation d'une certaine mélodie, hein. Non, là-bas c'est très bien. Bah, je vais repartir sur Sol alors. Pourquoi Voilà, pas? juste une petite précision. Il ne s'agirait pas là de changer notre basse, hein, évidemment, puisqu'elle est donnée. Par contre, on pourrait éventuellement la chiffrer différemment, comme on a pu faire là. Bon, bien que le nombre de possibilités est quand même assez restreint, mais voilà. Mais en tout cas, on ne changerait pas évidemment le texte donné, hein. Donc là, vous dites sol. Alors, bon, je fais juste une remarque, c'est que a priori le sol n'est pas une bonne doublure, mais il n'est pas impossible pour autant, hein. Attention. Une note qui n'est pas une bonne doublure, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas impossible, hein. Voilà. Donc à ce stade-là, il n'y a pas d'impossibilité, mais je note juste en écrivant ce sol que a priori c'est pas une bonne doublure. Mais voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est un constat. On verra si ce constat se révèle être un problème ou pas. Après, ben, je vais partir sur un Do. Oui. Sol, fa, sol, do.
Alors, est-ce qu'on garde les éléments que votre collègue avait donnés sur la, sol? Dans ce cas-là, Oui, il pourquoi faudrait pas. peut-être faire do, si, la, sol. On va peut-être Ok. faire des croches pour habiller parce que do, la, sol, vous voyez, là, enfin justement, hein, on parle du style du choral. En fait, euh, sol, fa, sol, do, la, sol. Ce do, la, sol, là, c'est pas très choralistique. Alors, je peux pas tellement vous dire pourquoi, parce que objectivement, bon, bien qu'on ait dit, faut se méfier des mouvements de disjoints, mais en même temps, les mouvements disjoints, c'est pas toujours mauvais, hein. Par exemple, là, ça me pose pas de problème. Euh, mais ce mouvement disjoint-là me poserait plus problème. Donc, je préfère l'habiller sol, fa, sol, do, si, la, sol. Très bien. On va essayer d'aller jusqu'au bout de notre phrase. Euh, Mi. Juste ici, quel choix faites-vous finalement? Est-ce que on met deux accords, c'est-à-dire un sur le ré, le 5 sur ré, le 1 sur mi, ou est-ce qu'on fait comme votre collègue le suggérait, de passer par un 5 de 4? Pourquoi pas passer par un 5 de 4, ça pourrait être bien. D'accord. Donc, vous mettez mi au soprano. Euh, du coup, Ré bémol, vous. ouais. Alors, le ré bémol, pourquoi pas, mais prudence, parce qu'il faut que vous ayez conscience que vous faites une carte augmentée, hein, d'accord, descendante. Alors, au niveau de la mélodie, c'est pas quelque chose qui est banal, hein, n'est-ce pas? Vous voyez ce que ça donne quand même. Ouais. Hein, donc, c'est pour ça, on disait, il faut quand même se méfier des intervalles. Ce qui peut marcher dans certains cas, si vous voulez, c'est plutôt les quintes diminuées. Alors, les quintes diminuées qui descendent, enfin, vous allez me dire, ça revient au même, parce que c'est une carte augmentée, mais une carte diminuée, bon, dans un contexte qui serait différent de celui-là, mais ça consisterait à avoir sol, do dièse, et un do dièse qui monterait sur un ré, hein, parce que on serait dans un contexte comme ça, c'est-à-dire si on irait chercher un do dièse dans ce contexte, c'est pour sur le ré. Ça pourrait passer. Mais là, vous voyez, parce que votre ré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, forcément. Du coup, un fa, ce serait mieux alors, non? Oui, juste pour en terminer, là, vous voyez, votre ré, alors pose un double problème. Déjà, il y a cet intervalle qui sera moche parce qu'il va descendre ensuite, et vous êtes obligé de le descendre puisque c'est la septième, et qu'on est obligé de la résoudre. Et en plus, on arriverait sur un do qui est une mauvaise doublure ici. Donc, c'est vrai qu'à cause de ça, le ré n'est pas une note très agréable, hein, parce que donc il y a un problème mélodique d'une part, et le problème d'avoir ici une mauvaise doublure. Donc, effectivement, il vaudrait mieux avoir, enfin un fa, oui, mais sauf qu'il n'est pas dans l'harmonie d'ailleurs, parce que si on fait un 5 de 4, oui, un 5 de 4, donc ça fera l'accord mi, sol, si, ré bémol, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme note ici? Du coup, pas le fa alors. Ah bah non, puisqu'il ne fait pas partie de l'harmonie, hein. Un mi alors. Mais du coup, on pourrait faire sol, fa, mi, par exemple, pour Voilà, ça me l'habiller. semble bien ça. Enfin, disons, compte tenu de ce qu'on a pour l'instant, ça me semble bien, oui. Ok, on va essayer de finir. Et euh, euh, Alors, il y a une chose dont il faut se rappeler aussi, hein, parce qu'on a dit tout ce qui n'est pas, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est pas possible, mais il y a quelque chose qui est possible. Il faut s'en rappeler et qu'on fait pas à la basse, parce qu'à la basse c'est pas très élégant. Mais par contre, dans une mélodie de chorale, il est possible de répéter des notes. On peut avoir des notes répétées. Là, si on voulait remettre un mi, par exemple, ça serait possible. Bon, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, hein, mais il faut mais je garder pense ça. que ouais, ce serait mieux ouais, de garder le mi alors.
Voilà, parce qu'il faut garder cette possibilité à l'esprit, hein, parce que comme on l'a évité à chaque fois en ce qui concerne la voix de basse, on pourrait être, comment dire, on pourrait du coup ne pas penser que ça serait possible pour une mélodie, alors que effectivement, ça l'est, hein, tout à fait. Alors oui, ça se discute parce que, enfin, là, alors quand vous approchez de votre cadence, il faut réfléchir quand même à quelle arrivée vous aimeriez pour la cadence, et après on essaie de raccrocher un peu les wagons par rapport à ce qui précède. Mais du coup, monsieur, est-ce qu'on pourrait mettre un 1 chiffré 5 et 5 chiffré 5 du coup pour avoir une cadence? Ou c'est vraiment obligé d'avoir 6-4? Un 1 chiffré 5. Attendez, comment ça serait possible là, sur le site? Oui, là, entre parenthèses, là, je vois 1 chiffré 6-4. Donc ce 1, 6, 4, c'est la caractéristique de cadence, hein, qu'on avait décidé de faire. Bon, à la fois parce que ça s'y prête, mais aussi pour des raisons techniques, puisqu'on avait un petit problème d'avoir trop d'accords de prédominante. Ah, d'accord. En fait, elle nous faisait gagner un accord, quoi. D'accord. Hmm. Bon, D'ailleurs, entre parenthèses, là, sur ce 1, 6, 4, est-ce que vous voyez d'autres possibilités que ce 1, 6, 4? Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, hein, n'est-ce pas? non, ouais, il n'y en a pas. Ben oui, il n'y en a pas. Donc on est obligé d'avoir ce 1, 6, 4 de toute manière. Bah, on va mettre un sol pour les sopranes alors. Qui est donc une caractéristique de cadence, hein. Donc, Ouais. oui, c'est pas impossible. Mais bon, attendez, on va aller jusqu'au bout. Et on peut mettre un. Bah non, du coup, c'est 6 chiffré 5. J'allais juste demander si on pouvait mettre une septième, mais non. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est un élément de cours, c'est que dans les demi-cadences, on met pas les septièmes dedans. Parce que, en fait, une cadence, le principe d'une cadence, même si elle est suspensive comme celle-ci, c'est quand même d'avoir du repos, quelque chose qui est relativement stable, même si c'est un cinquième degré. Or, si on met les septièmes dans les cinquièmes degrés des cadences, forcément, on se retrouve avec un accord instable. Et ça, en principe, ça ne se fait pas. Donc, il faut retenir qu'on ne met pas, a priori, les septièmes dans les demi-cadences. D'accord. Bah, du coup, on partirait sur un fa alors. Ok, bon, écoutez, c'est possible, mais je me demande simplement. Alors, ça, c'est aussi, ça fait partie de ce travail. C'est-à-dire que, en général, quand on construit une mélodie, ben, on va partir sur un premier jet, et puis on va l'examiner, puis bon, alors soit il donne entière satisfaction et on en reste là, ou bien on apporte des retouches. Donc là, on va faire cette évaluation, hein, que j'ai dit. Donc du point de vue technique, il n'y a pas de problème majeur. Simplement, je note ici donc cette doublure qui n'est pas réputée bonne et qui est un peu gênante dans le sens où ensuite on procède par un mouvement disjoint. C'est-à-dire que en fait, le mouvement disjoint qui est là, il va donner de fait une importance particulière à cette note, hein, parce que bon, quand c'est pris dans des mouvements conjoints, voilà, ça peut être des éléments de passage, si vous voulez, c'est moins important. Mais quand il y a un mouvement disjoint, ça donne de l'importance à cette note. Bon, en soi, là, ça pose pas de problème sérieux, bien que ce soit pas donc une bonne doublure. Simplement, à 3 voix, c'est vrai que c'est plus embêtant qu'à 4 voix. Parce qu'à 3 voix, bon, il y aura un mi et il y aura 2 sols. Et en fait, bon, le sol qui est la médiante, hein, le troisième degré de cette gamme, c'est pas une note très forte. Alors, bon, disons, c'est un point faible, mais c'est pas rédhibitoire. Donc, en fait, du point de vue technique, tout passe bien jusque-là. Moi, donc, je résume, le point de vue technique est validé, bon, avec juste cette remarque.
maintenant, du point de vue de la mélodie, bon, elle tourne pas en rond, sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, sol, fa. C'est pas mal, mais je trouve l'arrivée pas très choralistique et pas très élégante. Sol, fa, sol, do, si, la, sol. Bon, jusqu'ici, c'est très bien, ça chante bien. Sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, sol, fa. C'est ce mi, sol, fa, moi, qui me pose un problème. Alors, j'aurais aimé faire mi, ré, do, mi, ré, ou quelque chose comme ça, mais bien sûr, ça n'est pas possible, parce que sinon, j'ai des octaves, là. Hein, puisque mi, do, do, ça marcherait pas. Est-ce que, monsieur, à la place du mi, on pourrait mettre un si? Alors, Le deuxième mi? sol, fa, mi. Ouais, mais là, enfin, vous voyez là, le problème qui se pose, donc ça, c'est les écueils hein, mélodiques, Oui. c'est, encore une fois, bon, on a dit une bonne mélodie, c'est une majorité de mouvements conjoints et quelques mouvements disjoints. Le problème de ces mouvements disjoints, c'est que il y a des fois où ils sont bien, comme ici, et il y a des fois où ils passent beaucoup moins bien, hein, n'est-ce pas? Fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, si, sol, fa. Ça Mais fait le si, bizarre, ça. Du Ouais. point de vue choralistique, hein, 4, c'est toujours pareil. Oui? on met la neuvième du 4. Alors, le si. Ah oui, tiens, au fait, il sort d'où ceci? Oui, oui, non, non, mais non, non. Ah, pardon. Pardon. Erreur hein, que j'ai pas relevé, mais vous faites bien de la relever, oui. Donc, on a dit, euh, c'était quoi d'ailleurs Non, en la. Alors, c'est un mi, ouais. Mais oui, du coup, on peut mettre. On peut mettre en la. Sinon. La, sol, fa, mi, la, sol, fa. Oui, bah Ah, finalement, ça serait pas mal. Alors, juste la petite critique au niveau de la mélodie, c'est que il y a un petit effet de tourne ouais. en rond entre la, sol, fa, mi, la, sol, fa. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Ça me semble choralistiquement acceptable. Sol, fa, mi, do, si, la. Bon, là, c'est aussi un peu audacieux ce décrochement. Enfin, je dis audacieux dans le sens où enfin, il faut vraiment que vous écoutiez des chorales. Bon, je sais bien, c'est pas non plus des références qu'on peut acquérir en quelques minutes ou quelques heures. Hein, c'est toute une imprégnation. Mais si vous voulez, il y a certaines figures qui seront pas très courantes. C'est vrai que ce décrochement-là, sol, fa, sol, do, si, la, même s'il est joli hein, mélodiquement, mais il serait plus joli dans une mélodie un peu plus tardive, enfin, dans le cadre du style classique ou même du romantisme. Pour un choral, c'est pas une tournure très choralistique. En même temps, elle n'est pas rédhibitoire. Elle me semble possible quand même, mais ça sera pas quelque chose de très courant. Donc sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, la, sol, fa. Bon, c'est mieux que. Alors, bien qu'il y ait un petit effet de tourne en rond, mais c'est quand même mieux que l'autre note qu'on avait mis là. Surtout si on phrase bien, c'est-à-dire do, si, la, sol, fa, mi, la, sol, fa. Si on relance notre phrase sur ce la, sol, fa, ça peut être pas mal. Bon, tout ça pour dire qu'on arrive là à une mélodie qui donne satisfaction. Enfin, bon. Monsieur, est-ce qu'on peut l'écouter, s'il vous Oui. plaît? Oula, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais il joue un ré quand c'est un la. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Attendez, il y a un bug. C'est bizarre parce qu'il joue ré alors que c'est un la. Je comprends pas. Ah ouais, c'est très bizarre. Bon, il y a eu. Là, vous remarquerez, là, d'ailleurs, cette mauvaise doublure, on se la prend en pleine poire, hein, si je puis dire. On va réentendre. Bon. On met un si, sinon. Alors, bah oui, mais on pourra pas venir du fa, n'est-ce pas? Ah ouais. Sol, fa, si, do, si, la. Ouais, Enfin, ouais, ouais. c'est pas très élégant. Sol, fa, si, do, si, la, sol, fa, mi. C'est moins choralistique, c'est encore moins. Alors, je parle là du point de vue mélodique. Hein. Harmoniquement, ça serait plus satisfaisant.
Attendez, ce que je vous propose là, je vais vite fait, je vais réaliser un. Pardon, attendez. Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Je vais réaliser un soprano vite fait. Non, parce que bon, là, c'est vrai que à deux voix, ça fait un petit peu mal, mais quand il y aura toutes les voix, ça sera mieux. Donc, je le fais très vite. Mais du coup, monsieur, une question. Oui, Là, on fait des chorales pour piano, mais imaginons qu'on veut faire ça pour chorale voix. oui. C'est la même chose ou pas? Alors oui, ça serait exactement la même chose, sauf que parce que là, en fait, on est censé faire déjà de l'écriture vocale, hein, en fait, sauf qu'il faudrait tenir compte un peu plus scrupuleusement de certaines tessitures. Bon, là, on est dans les clous, hein, là, mais quelquefois, on a une basse qui descendrait trop, tout ça, donc il faudrait quand même tenir compte de ces hauteurs, quoi. Mais sinon, c'est exactement pareil, effectivement. D'accord, ok. Merci. Euh, la seule question qui se poserait, donc, c'est la question des tessitures, hein. Donc là, attendez, je regarde si on fait pas trop de fautes. Non, ça a l'air d'aller. Alors là, je sais pas si on fait le choix de repasser par un 5e degré. Aïe, attendez, j'aime pas quand ça fait ça. Bon, l'alto n'est pas très beau, mais ça, c'est le propre des altos. Enfin, en tout cas, des altos qui se veulent harmoniques, hein, c'est qu'ils sont sacrifiés mélodiquement, mais volontairement. Ça fait mal pour les altos, ça, monsieur. Eh ben oui, mais bon, les altis, malheureusement, elles sont habituées à ce genre de sacrifice, mais c'est pour la bonne cause, hein, harmonique. Bon, là, je pense qu'il faudrait peut-être éviter ce mouvement quand même, mélodiquement, qui n'est pas très heureux, mais en même temps, que faire d'autre si ce n'est... Alors oui, on avait parlé de faire cet emprunt, oui. Alors attendez, je vais apporter quelques modifications qui vont arranger un petit peu les choses. Alors là, ça m'oblige à doubler le Do, qui n'est pas une bonne doublure. Bon, je le fais malgré tout. Et là, du coup, je ne mets pas de note et je vais considérer que je reste sur un 6e degré. Là, finalement, je vais enlever ce 5e degré là. Voilà, parce qu'il provoque un espèce d'à-coup. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours heureux d'harmoniser en croche. Alors, ça dépend. C'est-à-dire, si on le fait d'une manière un peu systématique partout, ça va mieux passer. Mais si ça vient une fois comme ça. Bon, ok, c'est pas mal. Alors, évidemment, le 5 de 4, il est un peu... Comment dire, il passe pas inaperçu, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors, on peut atténuer peut-être ce 5 de 4 en faisant apparaître le Ré peut-être ici comme une croche, hein. Du coup, ça peut atténuer un peu le... Voilà, on le rejoue une dernière fois. Bon, là, quand même, hein, à 3 voix, c'est une position qui reste faible. Moi, elle me gêne un petit peu quand même, celle-là. Bon, mais juste un peu, enfin, je veux dire, elle, voilà. C'est un endroit qui est un petit peu faible, mais qui, voilà, mais qui pose pas trop de problèmes non plus. Est-ce que vous êtes satisfait de cette version? Oui. Oui, disons qu'elle est pas mal. Bon, moi, enfin, c'est ce que j'attends de vous, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelque chose qui soit génial. Enfin, si c'est génial, ça sera très bien, hein, bien entendu. Mais c'est que on réussisse à, bon, déjà, à bien chiffrer notre basse. Bon, ça c'est une chose.
et puis qu'on fasse un soprano qui évite déjà les fautes énormes, hein, que sont toutes celles qu'on a dites, bon, faute de quinte entre parties extrêmes, quinte et octave, notes à mouvement obligé qu'on ne résoudrait pas, des intervalles augmentés qui surgiraient, voilà, la seconde augmentée dans le mode mineur. Bon, déjà, si on évite tout ça, on aura une mélodie, bon, qui sera peut-être pas belle tout le temps, mais qui sera possible, qui sera viable, voilà, quand même. Alors après, bah, si on peut effectivement, parce qu'on a déjà un peu d'oreille et qu'on est capable de se chanter la mélodie, et puis si on a un peu de culture choralistique, si on est capable de la chanter et de la confronter à ce qu'on a pu entendre dans les chorales comme référence, et bien là, bon, bah, ça va être encore mieux, hein, effectivement. Mais pour l'instant, on essaye surtout d'éviter les grosses fautes techniques, hein, dont on a parlé. C'est quand même ça la priorité. Alors, cette phrase-là, bah, elle est quasiment terminée. La deuxième, donc on va la faire pardon, dans la bonne voie, parce que sinon ça va pas. Voilà, donc Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, proposez-moi juste 2 notes là pour terminer, peut-être. Pendant ce temps-là, je vais mettre une troisième voix. Là, pour le 4e degré 6. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Oui. Et ensuite, donc. Si. Bon, ça Euh, ferait très conjoint, mais après. Eh ben oui, pourquoi pas, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tout simplement, oui. Alors, pas que je me trompe. Bon, on arrive par mouvement contraire et conjoint sur le Si. Non, mais à ce stade, ça pose pas de problème véritablement. Et puis donc, on va rajouter 2 notes ici. Il nous faut donc, on peut mettre le Mi. Et le Ré, bah finalement, ça s'arrange très bien, voilà. Allez, on réécoute ça jusque-là. Bon, on fera pas tout, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, mais si vous voulez me soumettre, moi je serais très intéressé pour lire certaines de vos mélodies, là, donc n'hésitez pas à m'en envoyer, parce que je trouve que c'est intéressant comme travail. C'est finalement, bon, parce qu'une basse, quand on a un peu de technique, j'allais dire, finalement n'importe qui peut faire une basse, enfin bon, hein, moyennant, on se comprend bien sûr, mais un soprano, c'est beaucoup plus intéressant finalement, dans le sens où il y a plus d'ouverture, il y a plus de solutions possibles. Bon, cette phrase, ça marche enfin, ça marche tout seul. Vous remarquez que en fait, si vous regardez nos voix, on a des mouvements contraires, souvent, qui se construisent assez naturellement, hein. En fait, moi, c'est le conseil que je vous donne, bon, c'est sauf dans des cas particuliers où si on se demande si on a le choix entre 2 mouvements et qu'on en cherche un plus qu'un autre, mais autrement, ne vous occupez pas de ces histoires de mouvements contraires, parce qu'en fait, ça se construit tout seul. C'est-à-dire par le fait même que vous choisissez soit une bonne basse par rapport à un soprano, soit un bon soprano par rapport à une bonne basse, vous avez des mouvements contraires qui se construisent tout seuls. Et quand c'est pas des mouvements contraires comme ici, c'est des mouvements parallèles, mais qui sont vertueux parce qu'ils reposent pas ni sur des quintes, ni sur des octaves parallèles. Donc en fait, ça pose aucun problème. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce travail-là, autre que ce qu'on a déjà soulevé? Non, pas de questions?
Donc, si ça vous ennuie pas, bien que ce travail soit passionnant, mais bon, je veux pas non plus faire des vidéos qui durent trop, hein. Donc, si vous êtes d'accord, on s'arrête là, mais n'hésitez pas donc à m'envoyer vos solutions. Je serais très intéressé pour les lire et les corriger. Ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà, et bien donc je vous souhaite une bonne fin de semestre. Excusez-moi. Ouais. On aura donc, j'enverrai, je crois que c'est à la date du 15, hein, le troisième contrôle continu, donc où il y aura un champ donné à réaliser à 3 voix. Donc là, il y aura toutes les étapes, ainsi qu'une base donnée. Pour la base donnée, on pourra se contenter de construire le soprano par rapport à la basse, parce que bon, après la note intermédiaire, en général, ça se passe bien. Enfin, c'est un peu moins technique, hein, donc voilà. Bien. Monsieur, Oui, excusez-moi. oui, je vous en prie. À propos du contrôle, je vous ai envoyé une version du choral à analyser, une version en MuseScore. D'accord. Je sais pas si ça Vous l'avez c'est. transcrit vous-même? Non, j'ai converti. Euh, ouais, Ah oui. Vous l'avez importé en en MIDI? MuseScore. Ouais, Ah oui, d'accord. Eh ben, écoutez, merci. Bah, très bien. Bah, je la mettrai dans la plateforme. ok. Ouais, bah merci. Bon, bah, bonne fin de semestre et j'espère qu'on se reverra au deuxième semestre, hein, ça serait quand même mieux, mais bon. Voilà. Bonne fête aussi, puisqu'on se reverra pas d'ici là. Merci, vous aussi. Voilà. Au revoir à tous Bonne et fête à vous aussi. merci. À bientôt. Merci, au revoir. Euh, Merci, au revoir. ouais, Au revoir. au revoir.